Bonjour à tous, nous finirons ce cours sur la ceinture scapulaire par l'étude d'un os qui est la scapula. La scapula, anciennement appelée omoplate, dans la nomenclature ancienne, il s'agit d'un os plat, d'accord, un os pair. Nous avons donc deux os, deux scapulas, droite et gauche, qui forment ensemble la partie postérieure de la ceinture scapulaire. Cet os plat, d'aspect triangulaire, donc un os triangulaire, os plat, triangulaire, avec donc trois bords, un bord supérieur, un bord médial, un bord latéral, trois angles et deux faces, une face antérieure et une face postérieure. Cet os également est asymétrique. D'accord? Os asymétrique, c'est comme la clavicule. Un os asymétrique signifie quoi exactement? Donc, s'il faut faire passer un plan médian à travers cet os, si les deux parties de chaque côté de ce plan sont identiques, sont symétriques, donc c'est en géométrie ce qu'on appelle la symétrie axiale, on parle d'un os symétrique, comme le sternum. Le sternum, qui est un os médian, antérieur et médian, qui forme donc la partie antérieure et médiane de la cage thoracique, est un os symétrique. Pourquoi? Parce que cet os, si on fait passer un plan sagittal médian à travers cet os, on trouve deux parties symétriques, donc de chaque côté. Par contre, la scapula, si on fait passer un plan médian à travers cet os, les deux parties ne sont pas symétriques. Donc, c'est un os asymétrique. Donc, scapula, un os plat, d'aspect triangulaire, os pair. Nous avons deux scapulas, droite et gauche, qui constituent la partie postérieure de la ceinture scapulaire, et un os asymétrique. Cet os participe au niveau de la ceinture scapulaire par une articulation, c'est l'articulation acromioclaviculaire. On a dit dans le cours sur l'étude de la clavicule que l'extrémité distale de la clavicule s'articule avec une partie de la scapula qui est l'acromion, formant l'articulation acromioclaviculaire. Donc c'est la première articulation que cet os contribue à former. Donc articulation acromioclaviculaire. La scapula participe également à une autre articulation, c'est l'articulation de l'épaule entre la scapula et l'humérus qui constitue le squelette du bras. C'est l'articulation scapulo-humérale ou gléno-humérale entre la glène, qui est la cavité glénoïdale, qui se trouve dans l'angle latéral de la scapula. Également, il existe une autre articulation qui est considérée comme fausse articulation, c'est l'articulation scapulo-thoracique. Du fait que la scapula est plaquée contre la paroi thoracique, contre les côtes, et donc pendant les mouvements du membre, la scapula peut glisser sur la cage thoracique. Donc on parle d'articulation scapulo-thoracique, mais c'est une articulation de type fausse. Alors, cet os sera donc étudié sur trois vues. Sur une vue donc antérieure, orientée crâniennement et médialement. Sur une vue postérieure, qui montre donc la face postérieure de cet os, orientée crâniennement et latéralement. Et dernière vue, c'est une vue latérale, orientée crâniennement et ventralement, qui va nous montrer principalement la cavité glénoïdale, la glène, donc, par l'intermédiaire de laquelle la scapula s'articule avec l'humérus, formant l'articulation de l'épaule, l'articulation scapulo-humérale. Alors, sur une vue antérieure, orientée crâniennement et médianement, cette vue va nous montrer donc l'aspect général de cet os. On a dit que cet os s'inscrit dans la forme triangulaire, avec trois bords, un bord supérieur, un bord médial, un bord latéral, trois angles et deux faces, une face antérieure et une face postérieure. Donc cette face antérieure sera donc étudiée dans cette vue. Donc commençons tout d'abord par le bord supérieur. Bord supérieur est court, oblique, en bas et à droite, donc vers le dehors. Donc ici par exemple, on admet donc un scapula droit, donc c'est le scapula droit. Bord supérieur qui est donc court, appelé bord cervical, parce qu'il se projette en regard donc de la région cervicale, la région du cou. Ce bord donc est marqué par une incisure qu'on appelle l'incisure suprascapulaire. Incisure suprascapulaire
qui est une scissure située au bord supérieur de cet os et qui est fermée par un ligament qu'on appelle le ligament donc ligament supérieur, ligament transverse de la scapula. Donc il forme avec l'incisure suprascapulaire un foramen qu'on appelle le foramen suprascapulaire qui livre au passage à des structures nerveuses, principalement le nerf suprascapulaire, branche du tronc antérieur du plexus brachial. Au-dessus également du ligament transverse de la scapula passe une artère, c'est l'artère suprascapulaire, branche du tronc thyrocervical, qui est donc elle-même branche de l'artère subclavienne. Bord supérieur, court, marqué par une incisure, l'incisure suprascapulaire, donc on va écrire ici, incisure suprascapulaire. Cette incisure suprascapulaire est fermée par ce ligament, qui est le ligament transverse de la scapula, et qui permet donc de délimiter un trou, qui est le foramen suprascapulaire, qui livre au passage au nerf suprascapulaire. Au-dessus du ligament passe l'artère suprascapulaire. L'angle latéral de la scapula est occupé principalement par une cavité, qui est la cavité glénoïdale, mais avant, on va mettre ici a priori le processus coracoïde, qui est en forme de doigt fléchi, donc orienté vers l'avant, donc ici c'est scapula droite, donc vers la droite, et légèrement vers le bas. Ce processus coracoïde, apophyse coracoïde, on va écrire ici, apophyse coracoïde, ou processus coracoïde, c'est une excroissance osseuse, un prolongement osseux de la scapula, et il sert comme zone d'attachement des tendons, des muscles et des ligaments. On a vu dans le cours sur la clavicule qu'il existe un ligament qu'on appelle le ligament coracoclaviculaire qui est tendu entre le processus coracoïde de la scapula et l'extrémité distale, exactement la face inférieure de l'extrémité distale de la clavicule. Ligament coracoclaviculaire qui est composé de deux parties, ligament conoïde qui se termine au niveau du tubercule conoïde, au niveau du bord postérieur et la face postérieure de l'extrémité distale de la clavicule, et la ligne trapézoïde qui sert comme zone d'attachement du ligament trapézoïde. Donc, ligament coracoclaviculaire qui est tendu entre ce processus et la clavicule. Il sert comme zone d'attachement ligamentaire et également tendineux. Au niveau de l'angle latéral se trouve une cavité qu'on appelle la cavité glénoïdale, cavité glénoïdale, ou la glène, on l'appelle. Cette cavité est piriforme en forme de poire, située au niveau de l'angle latéral de la scapula, et elle est légèrement profonde. Il s'agit d'une concavité qui est légèrement profonde, qui se situe au niveau de l'angle latéral de la scapula. Donc ici, le col de la scapula, l'angle de la scapula, qui est présente ici, qui est tapissé par le cartilage hyalin, l'angle de la scapula, de la cavité glénoïdale au niveau de l'angle de la scapula, l'angle latéral, destiné à recevoir la tête humérale, tête de l'humérus. Cette cavité sera traitée dans les vies latérales, exactement, d'accord? Cette cavité est limitée par deux tubercules, un tubercule qui est situé au-dessus, tubercule supraglénoïdal, et un tubercule infraglénoïdal. Donc, cavité glénoïdale située au niveau de l'angle latéral de la scapula. Le bord latéral de la scapula. Bord latéral qui est épais, donc sous la cavité glénoïdale. Ce bord, on va l'écrire ici, bord latéral, appelé bord axillaire. Pourquoi? Parce que ce bord se projette en regard de la région de l'acé, d'accord? Ça on appelle bord axillaire. Ce bord est épais et donc orienté latéralement. Bord axillaire. Donc, bord supérieur, bord latéral, angle latéral, donc occupé par la cavité glénoïdale. Ici, nous avons l'angle inférieur, qu'on appelle la pointe de la scapula, angle inférieur, qui se projette en regard du septième côte, dans certaines références anatomiques, en regard du septième espace intercostal, ça change. Donc ça, on peut l'écrire ici, donc à peu près septième côte. L'angle inférieur de
la scapula qui est palpable sous la peau. L'angle supérieur de la scapula, également, qui se projette en regard du deuxième côte. Et enfin, dernier bord, c'est le bord médial, parce qu'il est orienté médialement. Bord médial, ou bord spinal, parfois dit bord vertébral, comme ça on va écrire ici. Bord médial, appelé bord spinal, ou bord vertébral. Pourquoi? Parce que ce bord est proche de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale occupe la ligne médiane. Donc ce bord est proche de la colonne vertébrale. On parle donc du bord spinal ou bord vertébral. Ce bord est donc immense par rapport donc au bord latéral, qui est le bord axillaire, qui paraît plus épais. Ce bord médial constitue une zone d'insertion musculaire, principalement du muscle grand dentelé, muscle dentelé antérieur, également à côté de la pointe de la scapula. Donc, dernier excroissance osseuse, qu'on a étudié dans le cours de la clavicule, donc l'indique que la clavicule s'articule avec la scapula par le biais de l'acromion. L'acromion, c'est un prolongement osseux ou excroissance osseuse de la scapula. Ce prolongement naît à la face postérieure, puis il se dirige latéralement. Il s'appelle donc l'acromion. Voilà. L'acromion, il possède donc une facette articulaire au niveau de son bord médial, destinée à recevoir l'extrémité distale de la clavicule. Donc, on les sectionne ici à son endroit, formant l'articulation acromioclaviculaire qui est stabilisée par plusieurs ligaments, y compris les ligaments coraco-claviculaires. Voilà l'extrémité distale de la clavicule aplatie qui s'articule avec le processus d'acromion donc de la scapula, formant l'articulation acromio-claviculaire, donc qui est articulation de type synovial, plate, donc acromio-claviculaire, et qui est stabilisée par un ensemble de ligaments. On va traiter dans le cours sur l'articulation, donc l'arthrologie du membre supérieur. Donc, scapula, os plat, qui s'inscrit dans la forme triangulaire avec trois bords, un bord supérieur, court, un bord médial, mince, bord spinal ou bord vertébral, un bord latéral qui est très épais, bord axillaire également appelé, trois angles, un angle supérieur qui se projette en regard du deuxième côte, un angle inférieur qui se projette en regard du septième côte du septième espace intercostal et un angle latéral qui est occupé par la cavité glénoïdale, la glène, ici on représente le col de la scapula. Également, il y a plusieurs processus, tels que le processus coracoïde ou apophyse coracoïde, le processus qui est ici l'acromion, qui naît à la face postérieure de cet os. La face antérieure de la scapula est marquée par une large dépression qui occupe presque la totalité de la face antérieure. C'est ce qu'on appelle la fosse subscapulaire. Ici, fosse subscapulaire. Fosse subscapulaire qui est une dépression légèrement profonde et qui occupe presque la totalité de la face antérieure. Cette fosse, qu'on appelle la fosse subscapulaire, donc la face antérieure elle est concave, occupée par cette dépression qui est la fosse subscapulaire, elle sert comme zone d'attachement, donc origine d'un muscle qui fait partie des coifes du rotateur, un muscle assez dense qu'on appelle le muscle subscapulaire. Donc muscle subscapulaire. Donc il prend le nom de la fosse, d'accord? Donc la fosse s'appelle la fosse subscapulaire et sert comme donc, zone d'attachement musculaire du muscle subscapulaire. Le muscle subscapulaire prend son origine au niveau de cette fosse. Vie antérieure. C'est une vie postérieure orientée crânialement et latéralement. On trouve toujours les mêmes, le même aspect triangulaire, trois bords, trois angles. Mais ce qui diffère, c'est qu'au niveau de la face postérieure se trouvent des reliefs qu'on va le voir. Donc, vous reconnaissez ici euh, le processus coracoïde, l'incisure suprascapulaire,
l'angle supérieur de la scapula, le bord médial de la scapula, qui est marqué ici, le bord spinal, l'angle inférieur de la scapula, ou pointe de la scapula, le bord latéral de la scapula, bord axillaire qui est épais, orienté vers le dehors. Et ici, on peut mettre a priori la cavité glénoïdale destinée à recevoir la tête humérale, tapissée toujours par du cartilage, excusez-moi, cartilage hyalin, si on le colore ici en vert. Okay. Cavité glénoïdale qui est piriforme et qui est légèrement profonde. D'accord. Cavité glénoïdale équipée en haut par le tubercule supraglénoïdal, tubercule infraglénoïdal. On peut mettre ici a priori le ligament transverse de la scapula. Alors, à la face postérieure de la scapula se trouve une éminence saillante, transversale, à disposition transversale, qui se trouve donc dans la partie supérieure de la scapula, qui prend le nom de l'épine de la scapula. Alors, l'épine de la scapula, excusez-moi, est une éminence transversale qui occupe donc la face postérieure, donc se trouve la face postérieure de la scapula et qui divise la face postérieure de la scapula en deux fosses. Une fosse qui est située au-dessus de l'épine, qu'on appelle la fosse supraépineuse, et une fosse sous l'épine, appelée fosse infraépineuse. Donc on va représenter ici, donc partant donc ici du bord médial, surplombant la cavité glénoïdale, surplombant donc la cavité glénoïdale, la glène, et qui se prolonge ici par l'acromion. Donc l'acromion qui se trouve ici, donc c'est une vue antérieure, on a dit qu'il naît à la face postérieure, c'est exactement le processus, pardon, l'acromion est considéré comme un prolongement de l'épine de la scapula. Donc l'acromion, c'est un prolongement de l'épine. L'épine, qui est cette éminence donc, transversale, qui se trouve à la face postérieure de la scapula, qui surplombe la cavité glénoïdale et se prolonge par l'acromion. L'acromion qui est présent ici. Hein, l'acromion. Et voilà l'épine de la scapula. Donc l'épine de la scapula va donc diviser la face postérieure de la scapula en deux fosses. Une fosse qui est supérieure, donc au-dessus de l'épine, qu'on appelle la fosse supraépineuse. Donc voilà la fosse, donc on va l'écrire ici en vert. Cette fosse qui est située au-dessus de l'épine s'appelle la fosse, on va l'écrire ici en abréviation, d'accord, pour occuper de place. Donc, fosse supraépineuse. Et la fosse qui est située sous l'épine, à la face postérieure de la scapula, porte le nom de la fosse infraépineuse. Alors la fosse supraépineuse et la fosse intraépineuse constituent des zones, des sites d'insertion musculaire des muscles qui font partie du coiffe du rotateur. Donc la fosse supraépineuse en particulier constitue l'origine d'un muscle qui est le muscle supraépineux. Donc il prend toujours le nom de la fosse où se trouve, il prend son origine, muscle supraépineux. Donc il prend son origine au niveau de la fosse supraépineuse et muscle infraépineux qui prend son origine au niveau de la fosse infraépineuse. D'accord. Ces muscles donc qui font partie des coiffes du rotateur, prennent leurs origines au niveau de ces fosses. Ces deux fosses, d'accord. En particulier le muscle supraépineux. Le muscle supraépineux est considéré comme un muscle abducteur du membre supérieur, c'est-à-dire il éloigne le membre supérieur de l'axe du corps. Mais il va donc seulement initier l'abduction. L'abduction est principalement assurée par le muscle deltoïde qui constitue la région du moignon de l'épaule, donc il arme cette région. Et ce muscle, lorsque par exemple subit une faiblesse ou paralyse du nerf qui est le nerf d'un point de vue moteur, qui est le nerf axillaire, donc le patient peut faire abducter, donc peut réaliser l'abduction, mais elle devient limitée. Donc on ne dit pas qu'il ne peut pas réaliser l'abduction,
Pourquoi? Parce que le muscle supraépineux va donc toujours assurer l'abduction. Donc, il va toujours donc prendre le relais de l'abduction. Mais l'abduction est limitée à ce qui concerne ce muscle, qui est le muscle supraépineux. Donc, deux muscles qui assurent l'abduction, le muscle supraépineux et le muscle deltoïde. Les deux se fonctionnent comme, donc, par coopération. Le muscle supraépineux initie l'abduction, puis le muscle deltoïde va prendre le relais de l'éloignement du membre supérieur, donc de l'axe du corps. Les muscles supraépineux, son tendon passe sous l'acromion, dans l'espace qui est situé entre la tête de l'humérus, qu'on va donc la représenter à cet endroit. La tête de l'humérus, voilà le col anatomique. Donc ça, on va le traiter dans le cours sur l'humérus. Voilà la section de cet os. Donc, la tête humérale s'articule, comme vous le savez, avec la cavité glénoïdale de la scapula. Et entre la tête humérale et l'acromion se trouve un espace qu'on appelle l'espace sous-acromial, dans lequel se trouvent les tendons des muscles, principalement le tendon du muscle supraépineux. Donc, il glisse sous l'acromion pour atteindre le tubercule majeur donc, de l'humérus. Et donc, lorsqu'il se contracte, donc, il va donc éloigner le membre supérieur de l'axe du corps. Donc, c'est un abducteur du membre supérieur, mais son abduction est limitée. Le principal abducteur du membre supérieur, c'est le muscle deltoïde. Également cité dans l'espace sous-acromial se trouve une bourse qu'on appelle la bourse acromio, donc bourse sous-acromio-deltoïdienne. Il s'agit d'une poche remplie de liquide donc synovial et qui facilite le glissement des tendons pendant les mouvements des membres. Donc, vie postérieure, elle est marquée principalement par une éminence qui est l'épine de la scapula, qui divise la face postérieure en deux fosses, la fosse supraépineuse, occupée par le muscle supraépineux, muscle abducteur qui initie l'abduction, et le muscle infraépineux, également, qui prend son origine au niveau de la fosse infraépineuse. Toujours, on peut mettre a priori donc, le nerf suprascapulaire et l'artère suprascapulaire, donc, qui passe au-dessus du ligament transverse. C'est une vie latérale, donc cette vie va nous montrer exactement la cavité glénoïdale qui est marquée ici, la cavité glénoïdale qui donc reçoit la tête humérale, la cavité glénoïdale ou la glène qui s'inscrit dans la forme de poire, donc piriforme. Donc c'est une vie latérale orientée crâniennement et ventralement du scapula droit. Donc cette vie va nous montrer la cavité glénoïdale. Elle est piriforme, en forme de poire, tapissée par du cartilage hyalin. Cavité glénoïdale qui est légèrement profonde. Et ça, on va le traiter donc, dans ce cours, disons qu'il y a moins de congruence, moins de concordance entre les deux facettes articulaires. Donc, vous reconnaissez toujours le tubercule supraglénoïdal, l'épine de la scapula, l'acromion, le processus, excusez-moi, donc on va éloigner ce processus coracoïde qui est là, donc, le processus coracoïde, apophyse coracoïde, le tubercule infraglénoïdal et ici le bord latéral de la scapula, bord axillaire épais, ici la fosse subscapulaire, ici marqué médialement, le bord médial spinal de la scapula. Alors la cavité glénoïdale, la glène, s'inscrit dans la forme donc, de poire, forme piriforme, donc on va écrire ici, cavité glénoïdale ou glène piriforme, en forme de poire, et cette cavité est moins profonde.
La tête humérale s'inscrit, comme vous savez, dans la forme d'un hémisphère. Et cet hémisphère ne rentre pas complètement dans la cavité glénoïdale. Donc, il y a moins de concordance, moins de congruence entre les deux facettes articulaires. Si par exemple, lorsqu'on compare cette cavité avec l'acétabulum de l'os coxal, la tête fémorale, la tête de fémur, rentre presque complètement dans la cavité. Donc, il y a beaucoup de concordance, beaucoup de congruence entre les deux facettes articulaires au niveau de l'articulation de la hanche. Mais en tout cas, elle reste toujours une articulation dont le degré de mobilité est moins important par rapport à l'articulation de l'épaule. L'articulation de l'épaule est l'articulation la plus mobile au niveau du corps humain, d'accord? Donc, articulation dont les facettes articulaires présentent une congruence ou concordance moins importante, mais à côté de cette congruence faible, les degrés de mobilité sont importants. L'articulation de l'épaule est une articulation qui est tellement importante d'un point de vue mobilité, donc articulation qui est extrêmement mobile. Donc, cavité glénoïdale légèrement profonde en forme de poire et qui reçoit la tête de l'humérale, donc ne rentre pas complètement dans la cavité glénoïdale. Seulement un tiers de la cavité, donc un tiers de la tête humérale rentre, mais la bourse ou bourrelet de cette articulation peut augmenter la congruence ou la concordance de cette articulation. Donc, ce qui concerne les applications cliniques de la scapula, nous avons deux essentiellement. La première, c'est ce qu'on appelle la scapula alata. Alors, la scapula alata est définie comme un décollement de la scapula contre la paroi thoracique, principalement le bord médial et la pointe. Donc, le bord médial spinal et la pointe, qui est l'angle inférieur de la scapula, se décollent contre la paroi thoracique. Ce cas clinique est souvent mis en évidence par un test clinique très classique, que vous le savez, c'est ce qu'on appelle le test de la poussée contre le mur. Donc, ce test demande au patient, donc l'administrateur ou le médecin va demander au patient de mettre ses mains contre un mur et de pousser avec son effort, d'accord? Et l'administrateur ou le médecin va regarder le dos du patient. S'il marque un décollement, une chose qui sort vers l'arrière, donc du dos du patient, c'est-à-dire s'il marque un décollement du bord médial et de la pointe de la scapula au niveau du dos du patient, lorsque le patient pousse contre le mur, donc le test est positif. Et donc, ça confirme une faiblesse du muscle grand dentelé, muscle dentelé antérieur, qui est le principal muscle qui plaque la scapula contre la paroi thoracique. D'accord? Donc, la scapula est plaquée contre la paroi thoracique grâce au muscle grand dentelé. Si le muscle grand dentelé subit une faiblesse, ou donc une lésion d'un nerf qui l'énerve d'un point de vue moteur, qui est le nerf thoracique long, branche du plexus brachial, nerf thoracique long. Ce nerf thoracique long innerve d'un point de vue moteur le muscle grand dentelé. Si le muscle grand dentelé subit une faiblesse ou le nerf thoracique long est lésé, on paralyse le muscle grand dentelé, la paroi médiale et l'angle inférieur de la scapula se décollent contre la paroi thoracique. Et donc, ce qu'on appelle le test de la poussée contre le mur confirme ce cas. Scapula alata, décollement de la scapula contre la paroi thoracique, suite souvent à une faiblesse du muscle grand dentelé ou paralyse du nerf thoracique long qui est le nerf d'un point de vue moteur. Deuxième cas clinique, c'est donc il est rare et qui se vit souvent avec un accident de haute énergie, c'est fracture d'écaille de la scapula. Donc l'écaille constitue la partie large de la scapula, d'accord? Donc en cas de fracture de l'écaille de la scapula, donc supposons qu'il y a des fractures, d'accord? Donc des fractures au niveau de l'écaille de la scapula, il faut toujours éviter toute immobilisation rigide et prolongée de l'os. Pourquoi? Pour deux points importants. Tout d'abord, l'immobilisation n'est pas importante, donc n'est pas recommandée, parce que la scapula possède une immobilisation naturelle. Donc, il est entouré par un ensemble de muscles qui sont assez denses. Au niveau de la fosse subscapulaire, donc se trouvent les muscles, comme vous le savez, les muscles subscapulaires. Donc, on va donc le dessiner ici. Muscle subscapulaire, qui est un muscle des coifes du rotateur et qui prend son origine au niveau de la fosse subscapulaire. Donc, c'est un muscle qui est assez dense et qui prend son origine au niveau de la partie la plus large de l'écaille, d'accord?
muscle subscapulaire. Également, au niveau de la face postérieure, se trouve le muscle supraépineux, muscle supraépineux, le muscle infraépineux également, au niveau de la fosse infraépineuse. Donc, sous l'épine de la scapula. Okay. Alors, à côté d'autres muscles, tels que le muscle dentelé antérieur qui se termine au niveau du bord médial, au niveau de l'angle supérieur, au niveau de l'angle inférieur de la scapula, la pointe. Donc, scapula entourée par une manchon musculaire, un ensemble de muscles. Et donc, en cas de fracture de l'écaille de la scapula, on n'a pas besoin d'utiliser du plâtre pour immobiliser l'os. Donc, les muscles vont prendre le relais de l'immobilisation. Ils vont donc éviter les déplacements des fragments osseux, donc ils vont les maintenir en place. Et donc, en cas de fracture, on n'a pas besoin d'immobiliser l'os avec des plâtres. Donc, la scapula, c'est un cas particulier. Donc, si les fragments sont non déplacés, on n'a pas besoin d'utiliser du plâtre. D'accord? Pas d'immobilisation prolongée et rigide de l'os. Mais il faut utiliser tout simplement une écharpe pour soulager les douleurs. Et des antalgiques peuvent être prescrits si important. Et dans ce cadre, le degré, la douleur est considérée comme un degré d'évaluation. Donc, si la douleur, donc, par exemple, si le patient éloigne le bras, donc, parce que la mobilité est importante pour éviter toute raideur articulaire, si le patient éloigne son épaule pour atteindre un degré et qu'il sent qu'il y a une sensation de douleur, il faut cesser. Donc, il faut que le patient arrête à ce niveau. Parce que donc, la douleur est considérée comme euh, un moyen de mesure du degré de mobilité en cas de fracture de l'écaille. Donc, il suffit seulement d'utiliser une écharpe pour soulager les douleurs. On n'a pas besoin d'immobiliser l'os à l'aide du plâtre si les fragments sont non déplacés. Les muscles vont assurer cette fonction. Voilà donc ce qui concerne la scapula. Scapula, c'est un os donc plat, donc os qui constitue avec son homologue la partie postérieure de la ceinture scapulaire, et un os asymétrique. Il possède un aspect triangulaire avec trois bords, un bord supérieur, bord médial, bord latéral, épais, trois angles, angle supérieur, angle inférieur, pointe de la scapula, et angle latéral, occupé par la cavité glénoïdale. Une face antérieure qui est qui est relativement lisse et qui est occupée par une large dépression qui est la fosse subscapulaire qui constitue l'origine du muscle subscapulaire. Une face postérieure marquée par l'épine de la scapula et qui la divise en deux fosses, une fosse supraépineuse et une fosse infraépineuse qui constitue l'origine des muscles respectivement du muscle supraépineux et du muscle infraépineux. Au niveau de l'angle latéral se trouve la cavité glénoïdale qui reçoit la tête humérale. Il y a moins de concordance ou de congruence entre les deux facettes articulaires. Cette facette articulaire qui est la cavité glénoïdale a la forme de poids piriforme qui donc est destinée à recevoir la tête humérale. Donc, qui sera donc l'objet du cours prochain. Je vous remercie pour votre attention et pour la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée.